perdu. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Et sa mauvais sort, ou la mauvaise heure. Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sombre mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd, je perds la raison à chercher tes bras. Brûlant de passion, viens, embrasse-moi et tes grands yeux noirs. Perd les auditeurs. Ah, Ochitchornia, vous voyez que les Belges sont capables de chanter des chansons russes et de nous faire amener des larmes aux yeux. Et c'est quoi? Eh ben, c'est dans ce film, Les émotifs anonymes. D'ailleurs, j'adore le titre. Franchement, les émotifs anonymes, c'est vachement beau, c'est beaucoup plus beau que les alcooliques anonymes, parce que l'émotion, c'est mieux que l'alcool, ou en tout cas aussi bien. Alors voilà, il est tombé fou amoureux, Benoît Poelvoorde, dans ce film, et il partage la même passion, le chocolat, et la même névrose, une timidité maladive, un film sorti en 2010, c'est ça Céline? Et oui, exactement, un film, effectivement, il partage l'affiche donc de ce film de Jean-Pierre Améris, avec Isabelle Carré, donc un réalisateur avec lequel Benoît Poelvoorde a déjà tourné 3 films. Le 3e donc va sortir le 28 juillet. Et Benoît donc nous fait le plaisir d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h pour nous parler de ce film et nous parler aussi de ces autres actualités. On parlera aussi, Benoît, de ce qui vous fait plaisir dans la vie. Et Alors mon plaisir bonjour est déjà à vous. d'être invité, Céline. Que vous me receviez est littéralement un plaisir. Bah merci, en tout cas on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Alors vous serez bientôt donc à l'affiche de Profession du Père, donc une comédie dramatique qui se déroule dans les années 60, donc une comédie dramatique de Jean-Pierre Améris. Que raconte ce film, Benoît? Alors, c'est vu à travers. C'est d'abord adapté d'un livre de Sorio, je sais pas comment on prononce comme ça, Chalandon. Sorge Chalandon, qui était journaliste à Libération. Merci André. Et je peux me permettre de vous appeler André. Mais Faites. il avait écrit un livre qui s'appelait Profession du Père, livre qui est un livre absolument merveilleux. C'est tiré de presque autobiographique de l'expérience à la fois la sienne et celle de son frère qui l'a combinée. Mais c'est quand même une histoire assez délicate. Mais c'est pas la véracité de l'histoire qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, c'est justement comment un réalisateur s'approprie la vérité d'une autre histoire pour parler de la sienne. Ouais. Et Jean-Pierre Améris, bon, ça je l'ai appris plus tard, j'ai fait 2 films avec lui, comme vous l'avez dit. Il m'appelle très souvent pour incarner des personnages qui se rapprochent, si ce n'est de lui, du moins des expériences qu'il vit, ou là, en l'occurrence, de son père qu'il avait un petit peu brutalisé quand il était enfant. Ce qui m'a un peu inquiété quand j'ai accepté, puisque je connaissais le livre. Et alors, pour faire le pitch, je vais faire court, parce que nous sommes en radio, et en même temps, vous nous laissez beaucoup d'espace. Un père est mythomane. On est en pleine guerre d'Algérie, on est dans les années 60, c'est l'indépendance. De Gaulle prend des choix qui paraîtront pour l'un et pour l'autre difficiles. On s'en fiche. On ne s'en fiche pas, parce qu'en l'occurrence, on est dans ce qu'on appelle totalement l'homme qui se met en colère et qui hurle sur sa télévision. De Gaulle prend la parole. Un homme hurle à la télévision, c'est ton père. Si ton père hurle déjà à la télévision, tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait? Donc le fils, le film est vu à travers le regard de l'enfant. Il se dit, pourquoi mon père se met-il en colère? Alors c'est l'homme qui ne peut s'exprimer et qui ne peut définir sa colère que dans une guerre qu'il n'a pas gagnée, qu'il aurait soi-disant livrée. Et alors il présente une pathologie qui est assez inquiétante, mais qui peut être amusante si elle n'entraîne pas des conséquences graves. Il est mythomane, c'est-à-dire il a tout inventé. Il a un espion dans la CIA, le parrain de son fils, et il a un agent secret qui a aidé Kennedy. Il a inventé les compagnons de la chanson. Il a fait naître Edith Piaf. Et donc, imaginez-vous pour un enfant, déjà un père dans les années 60 qui est entretenu par sa femme, c'est déjà un cliché où on se dit c'est pas possible. Alors il a la main lourde. Alors c'est ça qui est un petit peu la difficulté du film. Et il entraîne son fils puisqu'il n'a pas de temps à perdre. Ou en tout cas, il le passe beaucoup avec son enfant. Il n'est entendu par personne. Tous ses combats, il se les livre tout seul. Il parle à la télé, comme je vous l'ai dit. Et il arrive dans une espèce de logique à entraîner son fils. Nous allons tuer De Gaulle. Tuer De Gaulle. Et ce qui est amusant, ce sont des gens qui sont... Des petites gens, on va dire. Et en fait, toute cette colère, ce qui est très amusant dans le film, parce que
c'est tu dis, mais d'où vient toute cette colère? Comme je dis toujours, à partir du moment où tu vois ton papa hurler sur un téléviseur, il y a déjà un signe un petit peu. Et donc, voilà. Ai-je bien répondu à votre question ou c'était trop long? Non, c'était parfait, Benoît. Alors justement, votre fils, Mais vous alors, l'entraînez. dites-moi, Pardon. il réussit à tuer De Gaulle ou pas? Et la question n'est pas de... Déjà, c'est formulé. J'avais même demandé qu'on mette sur l'affiche « Ils vont tuer De Gaulle ». Ah oui, l'affiche, c'est pas mal, ça. on est tous les deux, mon fils et moi, en pyjama, parce que j'oblige mon fils à subir et à s'entraîner, à subir un entraînement Ah oui, parachutiste. militaire. Donc, tu sais, c'est comme les survivalistes. Nous allons nous défendre alors qu'il n'y a pas d'attaquant. Tu dis... nous défendre de quoi? Souvent, je soupçonne les survivalistes de dire est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il nous arrive quelque chose? Parce qu'à la fin, à force d'avoir acheté tant d'outils pour se défendre, on va faire l'apocalypse. Il y a une force de déception. Tu dis pourquoi j'ai acheté 17 ans de quai? Et comme les Américains et leurs abris atomiques. Et il reste, je sais pas combien de milliers d'abris atomiques où tu te dis merde, il n'y a pas de guerre nucléaire. Mais le Perse, on est dans les années 60, il ne se le permet pas. Donc, son refuge, c'est sa colère. C'est sa colère et il entraîne son fils de 11 ans. Et je vous en prie, allez-y, parce que je vous avais prévenu, je parle beaucoup. Allez-y, Benoît. En tout cas, effectivement, vous confiez des missions, on peut dire, très dangereuses à votre fils. Je demande d'être rigoureux par rapport à l'ordre, au travail. Exactement. On va écouter la bande-annonce de ce film. C'est les compagnons de l'ascenseur. C'est moi qui les ai créés. Tu savais que j'avais été ceinture noire de judo, deuxième dan? J'étais un as de guerre, donc on avait tous les droits. Faut pas croire tout ce qu'on peut te raconter. Même ton père. C'est toi qui vas tuer De Gaulle. Votre fils nage en plein délire. Vous trouvez ça normal, vous, d'avoir le projet de tuer De Gaulle? Vous mesurez la gravité des choses? Vous êtes tous les deux contre moi? C'est pour toi que je voulais tuer De Gaulle! T'as un petit problème! J'adore cette phrase. Pas mal. Non, cette bande-annonce, À voir, effectivement. en tout cas, à voir. Exactement. Votre fils, en fait, est prêt à tout pour son père, par amour pour son père dans ce Mais film. par amour pour un père qui vous fait rêver. Alors, dans le film, je suis pas en train de faire, je vais pas faire de la psychologie de bazar, mais avoir un père qui est disponible, donc on est quand même dans les années 60, il ne travaille pas, c'est sa femme qui travaille. En même temps, il continue à l'humilier en permanence, parce que je ne définis pas une année mais là, vous avez un père disponible. C'est-à-dire qu'il vous dit « Debout, soldat !» 7 heures du matin, il te dit « Debout, soldat, la France t'attend !» Et à 7 heures... Si j'avais été un enfant, j'ai été un enfant. Si j'avais eu un père extrêmement disponible, qui me permettait de rêver sur, d'abord, apprendre, s'améliorer, travailler, ça n'a rien de plus que... Il est extrêmement disponible. Le problème de ce père, je précise encore une fois que c'est une histoire vraie. Alors, ne servons pas non plus de la véracité des choses, mais ça tient quand même à l'histoire d'un écrivain qui parle de... Et je vous raconterai une anecdote à la fin, si vous êtes patiente, ou si le temps... Si le temps nous est imparti. Et vous parliez, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, ce film est inspiré, effectivement, de la propre enfance, en quelque sorte, de Jean-Pierre Améris. Vous parlez de votre père tout à l'heure. Quel genre de père il était? Non, j'avais par exemple, moi, j'ai perdu mon père assez jeune, donc si on pouvait faire un petit truc là-dessus, on peut faire un petit encart sur l'enfance difficile de Benoît. Non, j'ai eu un père qui était assez autoritaire, que j'ai perdu assez jeune, et qui était assez, comment dirais-je... Il y a beaucoup de pères sont... Alors, je ne suis en aucun cas en train de cautionner la violence du père et l'époque, ni de savoir est-ce qu'on oui ou non doit donner une gifle à son fils quand on commence... Bon, mon père était quelqu'un d'assez... Il était routier, assez... carré, on va dire. Strict. Voilà, carré, avec une difficulté d'exprimer ses sentiments. Il y a que les Américains qui définissent leur temps, qui s'embrassent sur la bouche, qui se serrent tout le temps, qui se disent « je t'aime ». Nous sommes issus d'une éducation en Europe, et dans notre culture, et dans notre époque, et dans ma génération. Un père, une mère ne pleure pas devant ses enfants. Donc, j'ai été élevé avec des parents qui n'ont pas régné dans le... On n'était pas chez Gatsby. Mais mon père était quelqu'un d'assez... Il était routier, donc assez... Voilà, un routier, c'est facile. Il va te dire, je vais de là à là. Sévère ou pas, en fait? Alors, sévère, c'est là que j'en venais, parce que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'indulgence, et j'arrive à incarner... J'espère que vous aurez apprécié mon interprétation, mais j'arrive à incarner ces pères qui secouent leur enfant. Est-ce que j'ai le temps d'une anecdote Bien sûr. Un jour, mon père était...
mon père m'offre de l'argent pour mon anniversaire. Bon, la maladresse déjà d'un père qui ne sait pas de choisir un cadeau. Donc forcément, il est routier international. Qu'est-ce que tu veux qu'il sache à ce qui pourrait me faire du bien plaisir, et voilà. Alors il te donne un billet. Et il te donne un tout petit billet qui n'est pas une grosse somme. Et toi, enfant, tu imagines, Dieu du ciel, avec ça, que puis-je m'acheter? Parce que c'est un rapport qu'on a à l'argent quand on est petit. Qu'est-ce que je peux m'acheter avec ça? Alors en tant qu'enfant, tu dis ceci, cela, cela. Et je décide, parce que mon père fumait comme un pompier, et merci papa, puisque j'ai gardé le défaut, c'est atavique, donc je lui dis, je voulais faire plaisir à mon père, parce que je dis, je vais lui offrir un truc formidable quand il revient du boulot. Il travaillait chez Calberson. Ah ouais. À ce moment-là, parce que mon père est virevolté quand même dans pas mal de boîtes. Mais, et vous avez dit donc, vous voulez lui offrir un cadeau? Je vais lui offrir des Gauloises, des caporales. Ouais. Et j'achète 3 paquets à l'époque, 100 francs belges, 3 paquets, je crois que c'était 25 francs. Et je l'attends au retour du travail. Et je suis sur Alors évidemment, ça fait un petit peu image d'Épinal, mais je l'attends vraiment emballé. Tu sais. Alors c'est très curieux à l'époque, c'était pas encore des tabacs comme, c'était des sortes de. Enfin bref, on s'en fout. Je suis en train de vous perdre. Mais elles sont là, emballées. Et mon père revient du boulot, parce que, et donc je lui offre, je lui tends le petit paquet de 3, vous voyez, les beaux paquets bleus, caporal, avec les ailes, le casque. Le casque. Et là, André, on en reparlera sur le casque, que vous avez proposé de le redessiner, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, moi je plaisante. Non. Si, vous croyez pas si bien dire. Non, je plaisante pas, j'adorerais. C'est un des plus beaux logos que j'ai jamais vu pour un paquet de club. Avec Gitane. Avec Gitane, magnifique. Il m'étonne que je fume. Et donc, je lui offre le paquet. Et mon père, contre toute attente, il me dit, mais t'as quoi dans la tête? Mais t'as quoi dans la tête? Il est 6 heures du soir, tu dis, qu'est-ce que j'ai dans la tête C'était ça. Alors, cette violence dont vous parlez, André, Vous aviez quel âge à ce moment-là, Benoît? Oh, je devais avoir 8 ans. 8 ans, d'accord. Et le temps que je puisse me déplacer. Et en fait, la colère de mon père n'était pas du fait que il m'a dit, il m'a fallu beaucoup de temps pour te trouver cet argent pour ton anniversaire, et toi, espèce d'abruti, tu m'offres un cadeau à moi. Alors, l'enfant ne comprend pas. Il m'a fallu des années pour me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il n'était pas méchant. Il cachait sa peine. Il cachait. Je pense qu'il avait la pudeur de ne pas pleurer et dire qu'on rame, et ce con. En fait, il a dû être très ému, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Il cache. Exactement, André. Il a dû être super ému. Exactement. Et je pense que c'est une pudeur. Donc, depuis que je suis petit, je connais cette pudeur du je ne te montrerai pas que je souffre. Mais tu m'as touché, fils, mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce que j'en ai chié pour sortir ce billet pour ton anniversaire. Espèce de con, ne m'achète pas un truc qui va me mettre dans un cimetière. À l'époque, on ne parlait pas comme ça. Il n'est pas mort du tabac. Mais à ce sujet, j'ai relevé une phrase que vous avez dite donc dans une interview au magazine Psychologie. Vous avez dit, mourir est le plus beau cadeau que mon père ait pu me faire. Oui. Alors c'est pourquoi ça, parce que on n'était pas dans un truc très... comme je dis, on n'était pas dans les soirées Gatsby. Et à partir du moment où mon père est mort, j'ai eu des bourses pour faire les études, j'ai eu des bourses d'orphelins. Grâce à lui, j'ai pu ne pas faire mon service militaire. Je me suis mis en tant que soutien de veuve. Soutien de famille. Ouais, enfin, soutien de famille. Et mon frère avait choisi le métier de militaire de carrière, ce qui m'a permis de sauter le service militaire, qui nous paraissait quand même assez ardu à l'époque, de m'entraîner dans des métiers de saltimbanque, avec une sorte et d'avoir une bourse qui s'appelait 1000, qui m'a permis de faire des études. Et donc, je dis toujours, sinon, je suis pas persuadé que je suis en train de vous parler en ce moment. Ah oui. Alors dans le film Profession du père de Jean-Pierre Améry, ce qui sauve votre enfance, c'est le dessin. Vous, enfant, vous nous venez de l'exposer, effectivement, vous avez une enfance assez difficile. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Non, pas difficile. Alors, les enfants se sont... non, parce que c'est très à la mode d'expliquer de deux choses. Ou qu'on a été violé, ou qu'on a été... Non, parce qu'un enfant ne vit pas une enfance difficile. C'est le regard qu'on porte sur son enfance qui finit par en faire une enfance difficile. Et on finit par écrire un livre, ou en faire un film, et puis tout le monde non, pas du tout. Je pense que j'ai eu une enfance, on va dire, comme je dis, c'était pas chez Gatsby, mais je n'ai jamais eu une enfance difficile. J'ai été très vite placé. J'ai vécu difficile. Écoutez, il y a des gens qui ont vraiment des enfances difficiles. C'est un peu, je dis toujours, un peu indécent de dire... Il n'y a que les riches qui se vantent d'avoir été pauvres. Hein. Donc je dis, non, j'ai pas eu une enfance difficile. Donc, mais j'ai eu une enfance...
complexe, qui permet d'ailleurs de pouvoir faire face à des tas de Mais situations. qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, André, parce que je vais vous dire, par exemple, je suis très heureux sur les plateaux, parce que je suis quelqu'un de... J'adore l'esprit de groupe. À 7 ans, j'ai été assez vite mis dans des groupes, et vous devez vous débrouiller tout seul. Et donc, vous apprenez très très vite l'idée de vivre en groupe, tout en restant extrêmement indépendant. Donc, difficile. Non, on m'a pas brûlé les oreilles chaque fois que je faisais une faute de grammaire. Donc, c'était pas un enfant martyr. Et je n'ai pas été violé. Est-ce que ce que vous venez de dire juste, c'est et pourtant, j'ai vécu avec les curés. Qui a dit? T'es sûr? Oui, pourtant vous avez vécu effectivement en pensionnat, tout ça, effectivement. J'ai vécu en pensionnat. Je dis toujours, écoutez, non, difficile. Et croyez-moi, voilà, les curetons, j'en ai fréquenté. Non mais Benoît Poelvoorde n'a jamais été dans la concurrence victimaire. Voilà. Et ça, c'est une et je bonne chose. n'utiliserai jamais mon enfance pour dire... Non, mais... non, sans vouloir vous reprendre, Céline, avec tout le respect que je vous dois, non, pas difficile. Difficile, en revanche, ce qui va être difficile, c'est l'interruption maintenant, parce qu'on n'interrompt pas Benoît Poelvoorde. Si vous pouvez m'interrompre, à chaque interruption, il y a, je vais vous faire découvrir le produit local. Et merci André, vous me parlez de votre région qui est magnifique, et cet accent nous renseigne tout de suite sur le produit que nous allons consommer à présent. Et nous allons essayer de rappeler à chacun. N'est-il pas l'heure de se prendre un petit apéro? Oui. Benoît Poelvoorde, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour parler d'un autre film dont vous serez à l'affiche le 14 juillet. C'est une comédie hilarante avec Christian Clavier. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Écoutez-moi bien, ce n'est pas Julien Clerc. Et non, ce n'est pas Julien Clerc. C'est Benoît Poelvoorde, et oui, qui chante ma préférence à moi dans Podium. Podium, je rappelle, j'avais lu le roman de Yann Moix et j'ai adoré aussi le film, évidemment, vous vous rappelez, c'est un hommage formidable à quelqu'un qui rêve et qui est le sosie et qui rêve de faire Claude François comme d'autres faisaient, Johnny Hallyday. Et c'est vraiment un film formidable, Benoît. Merci. Alors, vous étiez content d'être Claude François, là, ça vous plaisait? Pardon. Excusez-moi. Mais Podium a été une expérience incroyable parce que je n'étais pas, au demeurant, très fan de Claude François. Ce que je me suis rendu compte en faisant le film, c'est la difficulté d'être Claude François, de pratiquer ce qu'il savait faire, c'est-à-dire chanter. Alors, il avait un avantage certain, il avait une déformation du couloir respiratoire qui lui permettait de respirer en chantant. Je vous assure que c'est vrai, ce sont ces enfants qui me l'ont confié. Ce qui présentait quand même... Bon, j'ai dû apprendre à chanter. Je pensais que c'était très simple. Comme tous les acteurs feignants. Non. Je suis un acteur paresseux, pas fini. Et je me dis, je ferai un tout paresseux hyperactif. Oui, un inconscient. Et je me suis dit, on fera tout ça en doublage. Et la danse, je me suis dit, tu t'agites 3 fois, quoi. Et pas du tout. J'ai un peu souffert à la préparation. Je suis ravi de l'avoir fait. Et c'est d'ailleurs le film qui m'a rendu populaire de manière, comment dirais-je, affective. C'est la première fois que j'ai touché les enfants. Ouais. Les enfants, c'est la première fois où j'ai eu un rapport avec les enfants qui me reconnaissaient. Les enfants s'en foutent un petit peu de savoir qui est quoi. Et le Podium, c'est la première fois que j'ai eu des enfants qui me regardaient. C'est lui. Ah ouais, c'est mignon. Et honnêtement, vous méritiez vraiment le César pour ce film. Ah là, on est d'accord. Je l'ai déjà raconté. J'ai été extrêmement peiné. Mais vous savez. Qu'est-ce qui donne la valeur d'un prix? C'est l'injustice de ne pas l'avoir eu. Sinon, c'est chaque fois qu'on avait le prix quand on le mérite. Vous savez ce que ça donnerait très peu de valeur au prix. Vous savez ce que disait Jules Renard? Ce n'est pas tout d'avoir refusé la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas l'avoir mérité. Je l'adore. J'en ai une autre comme ça. Tout à l'heure, je disais ça. Je disais, il y a une frappe de Gore Vidal. Il ne suffit pas de réussir, il faut surtout que les autres échouent. Donc... j'adore, c'est génial. J'adore celle-là. Chaque fois que je vois un acteur que je croise et qui m'énerve un peu en me disant il a beaucoup plus de succès que moi, je le regarde et me dis qu'est-ce que t'as? Quel est le pire sentiment pour un acteur si ce n'est éprouver de la jalousie, de l'envie et tu sais, une sorte d'aigreur un peu crapuleuse et que les gens n'arrivent plus à cacher. Et alors je dis il ne suffit pas que je réussisse, il faut surtout que tu échoues. Ouais. ou alors tu le regardes comme ça dans
dans un coin de il fallait que je dise quelque chose. Vous gagnez à être méconnu. Mais vraiment, faut que je vous le dise. Tu sais, sans entrer dans le jeu de mots, on rêve toujours de dire, au moment où tu souris, parce qu'on est quand même dans un métier, la radio, la télévision, avec les images qui nous submergent, de s'approcher en souriant, exactement comme dans un film de Yves Robert qui s'appelait Courage Fouillon. Tu t'approches en souriant et tu dis, je ne vous aime pas, mais je ne vous aime pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Mais sourire bêtement. De Funès, ça faisait très bien dans Les Gendarmes à New York. Il s'approche de Jean Lefebvre en souriant. Je vouais. Et je trouve que c'est un des trucs, tu te dis, qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là? Je cherche pas mon petit bonhomme. Parce que les mots de haine, on n'a pas besoin de faire bouger les lèvres. De Funès, c'est en quelque sorte votre maître. Ouais. C'est un de mes dieux vivants, parce qu'il m'a appris. Je suis quelqu'un qui adore rire. Je ne me fais pas rire, mais je suis très rieur, je suis très... Et De Funès m'a appris un truc, d'abord en termes de technique, la rupture de jeu. Donc c'est-à-dire De Funès incarne tout ce qu'on... Et enfant, il nous rappelle nos préfets, nos profs. En plus, quand on grandit, on arrive après le type qui va t'embaucher pour la première fois. Ensuite, le directeur, le patron. Ensuite, ton beau-père. Il te rappelle tous les petits hommes qui ont des ordres, et qui sont... Et avec cette force infinie, il est petit, chauve, les lèvres fines, et avec une insolence de puissance. Et donc il incarne... Il y a lui et Bernard Blier, tu dis, il incarne... Alors Bernard Blier, c'est plus l'homme installé. Voilà. Oui, De Funès, il a beau incarner des rôles de traître ou de salaud, on l'aime toujours. Et oui, il faudrait toujours se poser, psychanalytiquement, pourquoi on aime tant Louis de Funès à tous les âges, parce que tu peux essayer sur toutes les générations. Alors lui m'a énormément appris en tant qu'acteur, donc j'ai 2 photos chez moi, je le répète toujours, j'ai De Niro et De Funès. Oui, en fait, ça c'est votre amour de la particule. Eh bien, je ne vous cache pas, André, que je vise une certaine forme de reconnaissance royale. Je ne vous le cache pas, voire d'aristocratie. Eh bien, le baron de Polvord est avec nous sur Sud Radio, et le baron de Polvord répond à toutes nos questions. Céline Alonso, si vous avez encore des questions, alors, pressez-vous. Effectivement, parlons maintenant de Mystère à Saint-Tropez, une comédie à laquelle vous... Attends, Mystère à Saint-Tropez. Normalement, ça devait s'appeler. Do you, Saint-Tropez. Ah oui, alors... Pour quelle histoire de droit nous n'avons pas pu l'avoir. Bon, maintenant, ça s'appelle Mystère à Saint-Tropez. Et merci André, parce que je n'avais pas pensé à Mystère à Saint-Tropez. Ça fait partie de l'ambiance. André, bravo. Ça fait partie de la chance. Et alors, vous avez des questions, Céline, encore? Oui, non. En tout cas, on l'a vu, cette comédie Mystère à Saint-Tropez qui sort le 14 juillet. Elle est vraiment très drôle. Vous partagez l'affiche, donc avec Christian Clavier. Et il voulait absolument, en fait, il a écrit ce film parce qu'il voulait absolument tourner avec vous. Alors c'est vrai. Et alors on était dans une maison très humble, chez moi, un ami à moi qui est un de mes meilleurs amis qui est monteur, et comme tous ces gens qui sont un petit peu dans l'ombre des métiers du cinéma, c'est-à-dire les monteurs, c'est des gens qui ne gagnent pas beaucoup, mais qui continuent à vous inviter. Et c'était un barbecue, et Christian a eu l'élégance de venir, et parce que s'il m'entend, il va être fâché. Pourquoi? Parce que tu dis, comme vous, les hommes de l'ombre, vous aviez fait un barbecue un peu humble. Mais non, pas du tout. Et donc j'étais chez... Vous, les 100 grades. Vous, les petits. Vous, les anonymes. Vous, les anonymes et les 100 grades. Et alors, c'est là, ça s'est décidé. Et donc, ça s'est décidé là, et puis, j'ai rencontré Christian, mais tu sais, une soirée à Vinet, enfin, une après-midi à Vinet, sur un barbecue sans parasol. Il me dit, je voudrais faire un film avec vous. Et en effet, vous avez raison, Céline, il me l'a proposé. Et 6 mois plus tard, le scénario arrivait. J'ai beaucoup d'admiration pour Christian Clavier. Je pense que c'est quelqu'un qui a, à l'instar de Funès, sans les comparer, non, mais il a quelque chose. A inventé. Excusez-moi, il invente le rythme. Et je ne parlerai même pas que des rôles où il est comique. Regardez bien un film qui s'appelle comment ça s'appelle, où il veut devenir écrivain. Écrit par Lausier, ça s'appelle. Oh, aidez-moi. Il dort, le stagiaire. Il la veut dans la gueule, mon stagiaire, pour qu'on se réveille. Cherche dans les notes. Tu fais quoi avec ton téléphone? Vous êtes renvoyé. Vous pouvez donner votre lettre de démission immédiatement. Mais t'as même pas besoin de l'écrire. T'as pas besoin de l'écrire. La France te voit d'en haut. En GPS, on voit que t'es viré. Non mais... alors dites-moi... Ça s'appelle... je vais craquer. Voilà. C'est certainement pas grâce à ton aide. Monsieur Virginie Lemoine, Jean Lemoine, Catherine Lemoine. Chers auditeurs, là, Benoît parle en fait de son assistant, qui est très agréable et qui est avec nous en studio. Voilà. Pas son assistant, son attaché de presse. Attaché de stress. Et
Et donc, regardez bien quand il fait Je vais craquer. Et voilà. Et j'adore Christian Clavier pour ça. Et donc, quand il m'a proposé de tourner avec lui, j'ai dit avec le plus grand des plaisirs, parce que regarder un acteur, c'est comme tourner avec Gérard. Non, ce qui est juste un mot pour ce film, moi je voudrais dire ce qui m'a frappé, parce que c'est rare dans le cinéma français, il y a ce que j'appelle les gags qui s'enchaînent. Et c'est rare, honnêtement. Parce qu'en film français, très souvent, il y a des gags, on attend des minutes, il y a un nouveau gag. Là, ça n'arrête pas depuis le début, depuis pratiquement la première image. C'est un hommage, presque c'est Christian qui m'avait dit cette phrase assez juste, il dit La Panthère Rose, c'est quoi? C'est un flic français, c'est tourné quand même par un mec qui s'appelle Black Edward, qui est américain, qui se fout de la gueule en disant le pire flic du monde, Inspecteur Clouseau. Et quand Inspecteur Clouseau, bravo André. Et je dis, et c'est lui qui me l'a vendu comme ça, il m'a dit pourquoi est-ce qu'un Français ne serait pas capable de montrer un flic français qui est... Parce qu'on a laissé un Américain le soin de dire que les pires détectives sont français. Et bien là, Christian dit, bah non, je vais vous montrer qu'il y a pire. Vous êtes amusé à le faire, franchement? Vous savez que ça embarrasse toujours les gens qui sont peut-être en train de s'emmerder au moment où ils écoutent votre émission. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a de plus obscène que de dire, mon Dieu, ce qu'on s'est amusé. Ah mais c'est très bien. Eux, en tout cas, les spectateurs, ils vont s'amuser aussi. Hein. Ça a été très dur, André. Rire... C'est dur, tu sais, André. Oui. Oh, j'adore les gens qui font des longs laïus en disant je me suis mis en danger, André. Faire rire de soi et son corps un peu sale. Non, André, j'ai tourné dans des scènes torse nu. Torse nu. Oui, torse nu. Le soleil, ça, trop pésin. Oui. Mais je dois dire, auditeur du Sud Radio, sachez que Benoît Poelvoort, qui a beaucoup de pudeur, beaucoup de tact, il a souffert sous l'occupation à Saint-Tropez. Mais bien sûr que j'ai souffert. Oui, j'étais avec des voitures qui étaient en semi-direction automatique. Tu sais ce que c'est une semi-direction automatique? C'est une Maserati, certes, mais pour la garer, c'est une bouse. C'est pour ça qu'on a inventé les voituries. Mais alors, attendez, j'ai lu une anecdote très drôle par rapport à cette Maserati. Au départ, si vous avez aussi accepté ce film, c'est parce qu'il vous avait quand même promis de conduire une Facel Vega décapotable. Et là, on vous êtes tout le mensonge du mais oui, curieux. Vous lui avez pardonné quand même, parce que c'est pas la même chose. Ce qui est très mignon, c'est qu'il me l'a dit à la fin. Au moment où on a commencé à tourner. Et il m'avait promis. Alors, à tous les gens qui aiment les voitures, j'aime énormément les voitures. Facel Vega, c'est la voiture d'Albert Camus. Hélas, qui fut celle qui devait l'emporter vers l'au-delà. Et j'aimerais bien qu'on fasse un petit moment. Tu peux mettre une petite note de musique là quand je tape. Oui, mais non, la calandre d'une Facel Vega, c'est un chef-d'œuvre. C'est une voiture qui est merveilleuse. Et il y en a une qui existe, qui est une cabriolet. Et il me l'a promis, c'est écrit dans le scénario, je pourrais le montrer. Et d'ailleurs, nous sommes au Prud'homme. Je ne te le cache pas, je suis au Prud'homme avec Christian Clavier, quel que soit ce que nous avons gagné. Et non, nous irons au Prud'homme pour manquement à un contrat. Nous irons tous au Prud'homme. On ira. Nous irons tous au Prud'homme. On ira. Quelle soit la cause, quelle soit la voie, on ira. Vous les banquiers, les producteurs, vous les acteurs, vous les chanteurs. Mais en fait... Et alors elle n'était pas là. Alors il m'a mis alors il a mis quoi? Une Maserati. Une Maserati. Ouais. Magnifique, avec un moteur merveilleux, mais vous remarquerez que dans ces films, on ne fait que les garer. Et oui. Et quand je vous dis semi-direction assistée, une voiture qui pèse 1 tonne, en effet, qui a un moteur de dingue, tu t'en fous parce qu'elle ne roule jamais, tu dois la garer. Et à ce moment-là, t'as 80 personnes avec des caméras et des grues, et toi t'as fait le malin toute la journée, tu dis c'est bon, je vais la garer. Et alors, tu dis, tu dois te mettre là. Et là, tu te rends compte que tu cherches la climatisation. Et non, nous sommes dans une autre époque. Nous n'avions pas besoin de climatisation. Alors justement, reprenons Céline, parce que vous vous dispersez. Ce film, c'est aussi vos retrouvailles avec Gérard Depardieu. Et à ce sujet, je crois que vous avez des belles anecdotes de tournage à nous raconter. Non, surtout celle de l'ambulance. Je voulais rappeler parce que Gérard est quelqu'un de très joueur. J'en ai beaucoup avec Gérard parce que Gérard est quelqu'un de très heureux. Et c'est ce qui est fabuleux chez Gérard. Et croyez-moi, j'en ai fait quelques-uns. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait des chefs-d'œuvre avec Gérard, mais tout du moins, j'ai la prétention d'avoir beaucoup ri avec lui, ce qui est déjà un luxe. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il est quand même assez fort. Ça dépend des jours, mais il était fort. Et nous étions sur une civière, et comme c'est un film qui se passe dans les années 70, donc Mystère à Saint-Tropez, il nous fallait une ambulance superbe, années 70, vous savez, c'est les DS break.
C'est splendide. Une des plus belles voitures qui a été faite au monde est une DS. Je rappelle et la pour les DS auditeurs Break est un chef-d'œuvre. Je rappelle pour les auditeurs du Sud Radio qu'ils ont commis un crime de lèse-majesté, un sacrilège. C'est que dans le film, Gérard Depardieu est atteint d'une lance, d'une flèche dans les fesses. Il a une flèche. Et j'adore, André, comment vous me recadrez. Alors, André, parce que là, j'étais en train de parler des DS. La DS Break, et on va reparler un petit peu de ses coordonnées, de ses caractères. Non, et... Bien, alors, je viens là-dessus. André, je sais très bien vous demander d'être un peu plus court, un petit peu plus. Bon. Gérard, on le pose sur une civière d'époque, années 70. Gérard pèse son poids et on n'est pas là pour juger. Gérard porte son talent, sa vie, sa joie et son j'en ai rien à fiche. En revanche, c'est tout de même un peu lourd pour une civière qui était habituée à des corps un petit peu plus malades. Et en général, quand on est sur une civière, c'est un peu dur. C'est plus le poids qui compte, c'est ce qui s'en va. Mais bon, bref, là, Gérard vient de se prendre une flèche dans le cul. Une énorme. Exact. Et la seule phrase qu'il doit dire, c'est « J'ai mal !» Excusez-moi, je m'éloigne du micro pour le pauvre garçon qui saigne des oreilles. « J'ai mal ! J'ai mal !» Et Christian et moi, nous sommes à 50 mètres, en visu, de visu, nous regardons ce pauvre homme rentrer. Il incarne quand même un ministre qui dit « Ministre de la Justice ouais. », on va l'appeler comme ça. On va l'appeler... Et qui dit « J'ai mal !» Flèche d'Indien plantée dans son derrière par des circonstances un peu... C'est là qu'est toute la magie. C'est là qu'est toute la magie. Voilà, du cinéma. Et alors, j'en reviens, vous dites, bon sang que c'est long. Les pauvres gens sont en train de se dire, bon sang que c'est long. Non, j'en viens à la Est-ce que les auditeurs du Sud Radio nous ont quittés ou ils sont là? Vous êtes là, auditeurs du Sud Radio. Je compte sur vous, hein, et soyez là, accrochez-vous. Ça va être encore plus fort à la fin de l'émission. Faites court, mon pauvre ami. Et alors, comme il était très très gros, et les ambulanciers avaient peur de lui. Parce que Gérard a tendance, lorsqu'il est dans une position indélicate, à faire waouh, waouh, waouh. Ce qui ne rassure personne. Toute personne qui le connaît dira « Ne t'inquiète pas ». Ça veut juste dire il aimerait bien être enlevé de cette civière. Mais les deux jeunes garçons qui avaient amené cette ambulance de collection, littéralement se chier dessus. Je peux pas dire mieux. Alors, plus il criait, plus il disait « Il est balle, il est balle ». Et alors, l'inquiétude que nous avions, c'est que la civière, chaque fois qu'elle touchait la voiture, trop gros, Gérard ne passait pas. Civière, entrée, voiture DS. Et là, on entendait chaque fois « Cac !» Et ça, on arrêtait de tourner. Et on redoutait, Christian et moi, qu'à un moment, la civière, parce que ce sont des choses qui se déploient et qui tombent comme ça, c'est quand même 50 cm, et vous connaissez comme moi la gravité universelle, 50 cm avec le ventre de Gérard, c'est comme prendre un mur à 120 à l'heure. Ah mais c'est le tsunami. Et donc, les deux ambulanciers, inquiets, se disaient, je ne veux pas être responsable d'un poumon explosé chez Gérard. Donc chaque fois qu'il criait, j'ai mal, ça c'était dans le scénario, mais chaque fois qu'il dit, mais avant, les deux types transpiraient. Il faisait une chaleur tropézienne, agréable et superbe. La lumière d'ailleurs en témoignera. Mais on a ri, et il y a des photos extraordinaires, parce que rien n'est plus drôle que de voir un camarade un peu dans l'embarras et obligé de mettre une flèche, c'est-à-dire que son postérieur ne pouvait rester que sur la position ventrale, celle dite du morse. Le morse. Et beaucoup de gens ont dit, je sors un nouveau film. Gérard, je vous ai vu dans le film de Clavier avec Poulvord. J'ai un nouveau film d'auteur, ça s'appellera Mon enfant mort. Ah oui, c'est beau. Ou alors Morceau est ta victoire. On peut faire ça aussi. Hein. Alors écoutez, j'espère que tout ça peut être... Dites-moi, Benoît... Vous savez que ça va me coûter une fortune, toutes ces méchancetés. Dites-moi, Benoît, dernière question... Étonnez-moi, Benoît. Sur ce film. Étonnez-moi, qui a écrit Étonnez-moi, Benoît? Étonnez-moi, Benoît. Eh bien, c'est Modiano. Ah, c'est Modiano. Eh oui. Ah ouais. Mon grand-père me chantait ça quand j'étais petit. Je ne trouvais pas la mélodie très aguichante. Non. Mais c'est Modiano, oui. Patrick Modiano. Dites-moi, Benoît, dernière question sur ce... Oui. Allez-y, André. Non, je voulais juste qu'il me parle d'écrivain un peu. Parce que c'est un grand lecteur, Benoît Poulvord. Toute personne qui parle des livres n'est pas en train de les lire. Non, oui, il faut préciser que Benoît, effectivement, est un fou de littérature. Monsieur Poulvord, est-ce que vous croyez qu'on en a quelque chose à foutre de la vie de la littérature? Non, j'ai beaucoup d'admiration pour les livres. Je trouve beaucoup de plaisir à lire. C'est un refuge. Mais pour tous les... quelle que soit la... Bien sûr qu'on pourrait exiger une certaine forme de qualité. Mais c'est très subjectif. Lire est quelque chose qui vous permet tout de même de vous évader, de remettre les choses en perspective. Oui, de faire un point avec soi-même. Ouais. Quel que soit le livre. Je pense, c'est pour ça que je n'ai pas de
évidemment, après, de toute façon, on se rend compte par soi-même qu'une phrase mal écrite, mais c'est comme les gens qui vous parlent de la musique, vous disent oui, mais il y a la grande musique et il y a la petite. Je dis non, il y a déjà l'art d'écouter la musique. Et si c'est pas un art, c'est au moins, c'est pas un exercice, parce que je déteste l'idée qu'on oblige quelqu'un à écouter de la musique. Je pense que la musique, ce sont des sentiments, mais tellement nobles. Et le problème, c'est que maintenant, on lit un peu comme on écoute de la musique de fond. Et donc, je me fiche de savoir si les livres devraient être... est-ce qu'on devrait confondre témoignages et livres mais lisez déjà lisez. En revanche... Plus on lit, plus on s'habitue. Et n'oubliez jamais, avant cette petite interruption, mais petite interruption de séance, ce que disait Antoine Blondin, et tout le reste n'est que litres et ratures. Et oui, André Berkoff, on se retrouve. Je suis un fan d'Antoine Blondin. Mais je sais pourquoi je vous aime, André. Et je suis un fan absolu depuis que je suis gosse. Il y a 2-3 livres absolument fondamentaux d'Antoine Blondin. Et croyez-moi, parce que les gens confondent. C'est un peu comme les gens ne peuvent pas regarder un film qui a été tourné il y a 10 ans. Je parle même pas du noir et blanc, ce qui serait un petit peu trop facile, puisque maintenant... Mais non, le style, l'écriture... Mais je pense qu'il ne faut pas... Antoine Blondin, c'est un dieu pour moi. J'ai adoré le vélo... Et c'est pas que ça. L'école buissonnière est pour moi un chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre. Benoît, nous devons faire une petite respiration. Oui. Et après, nous allons reprendre. Effectivement, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Benoît Poulvord. Et on va parler d'un film de super-héros qui sort le 9 juillet. Mais tu n'es pas obligé de parler de mes films. Alors, à tout de suite sur Sud Radio. Et vous voyez, la culture est vraiment dans tous ses états, avec Céline et avec Benoît Poulvord. Vous savez, je suis très heureux de recevoir le philosophe académicien Benoît Poulvord, qui a écrit, effectivement... Hélas, tardivement reconnu, mais je vous laisse parler. Non, je vais vous dire, Benoît, moi j'ai adoré votre film, Qu'il était vers mon valet. André, extraordinaire film. Et ce que j'ai adoré, c'est arrivé de près chez vous, immense. Oh, vous êtes gentil, mais c'est un petit peu comme répéter à un chanteur, vous avez fait... Mais c'est vrai. André, vous faisiez part d'une anecdote au moment, à l'instant de l'espace où on peut tous se désaltérer et se mettre à l'aise. Vous me disiez une phrase extraordinaire d'un auteur et j'aimerais bien la faire partager aux autres parce que je me dis, mais pourquoi serais-je le seul à profiter de cette anecdote? Et alors, je voudrais que vous me la racontiez avec le temps que vous avez mis à me la raconter. Alors, c'est Henri Janson qui était critique de cinéma au Canard enchaîné pendant 20 ans et un jour il dit d'un film, c'est une bouse, c'est une daube, c'est dégueulasse, surtout n'allez pas voir cette merde. Tout ça. Et le réalisateur lui écrit, il dit, Monsieur Janson, vous avez le droit de détester mon film, le problème c'est que vous parlez d'une scène qui n'est pas dans mon film. Donc vous n'avez pas vu mon film, donc vous êtes un salaud, un malotru, un gougnafier, je tiens à vous le dire à main honnête. Et Janson publie la lettre du réalisateur et écrit en parole, cher monsieur, sachez une fois pour toutes que je critique toujours les films avant de les voir, de peur d'être influencé. Alors, excusez-moi, j'espère que tous nos adultes... Excusez-moi, c'est un trait d'esprit où on reste... Quand vous me l'avez... Écoute, elle m'a pas sorti parce que je trouve... C'est la mauvaise foi, mais c'est la mauvaise foi. Ce qu'on appelle une mauvaise foi française et gracieuse. Vous retrouvez comment éviter les luttes des pouvoirs et les relations de domination et soumission dans un couple. Eh bien, je vais rester pour l'émission. Avec le psychanalyste Jean-Charles Bouchou.